je sais pas où je serais, j'en sais rien. J'en sais rien. Je peux pas dire, est-ce que j'aurais tenu le coup, j'en sais rien. Je crois pas. Je crois pas. Je crois que je me serais fait du mal ou je l'aurais fait du mal à lui. Je le dis. Toute seule, c'est pas possible. Même quand on est entouré, il y a des moments de solitude, on a l'impression d'être seul au monde. On est tellement peu écouté et tellement peu entouré parce que l'équipe soignante, la véritable équipe soignante, c'est la famille quand il est à la maison, c'est la famille. Et les psychiatres, ils en ont rien à faire. Et quand on leur téléphone et qu'on fait un SOS, on vous répond, mais madame, c'est pas à vous de m'appeler, c'est à lui, alors qu'il est en train de se lacérer les bras avec une lame de rasoir et d'écrire son nom avec son sang sur les murs. Allons à la maison. Une vie quotidienne insupportable pour Dominique, mais aussi pour Bérangère, sa fille, 27 ans, qui a eu une relation tumultueuse avec son frère, entre agression, menaces, moments d'ignorance, mais aussi de répit et de grande complicité. Ah ben là, j'étais effondrée au moment là. Ah, bonjour ma chérie. Je pose Bérangère. Bérangère. La sœur de Xavier, comment ça va? Ça va. On vit la schizophrénie de son frère et puis on vit la peine de sa mère, l'extrême souffrance de sa mère au quotidien, de ses grands-parents. Et donc on essaye d'être une espèce de tampon au milieu de tout ça pour faire en sorte que le quotidien soit pas trop noir. Donc on s'est énormément soutenues toutes les deux. On a passé beaucoup de nuits, de journées à pleurer et puis à rire parce qu'il fallait bien compenser les moments d'extrême souffrance qu'on a vécu toutes les deux. Et puis rire nerveusement aussi peut-être. Et puis rire nerveusement aussi, ouais. Mais vous voyez, l'émotion est encore là, hein, vraiment. Mais je dois dire que... qu'est-ce que je dois dire? Moi, je dois dire que si elle n'avait pas été là, je crois que j'aurais pas tenu. Un jour d'avril 1992, Xavier tire 27 coups de carabine depuis la fenêtre de sa chambre. Il ne tuera personne, mais sera hospitalisé d'office. S'en suivent des années d'aller-retour entre l'hôpital, la rue et son domicile. Un jour, il obtient la levée de son hospitalisation, prétextant qu'il veut changer de secteur et part s'installer dans un hôtel du Bourget près de Paris. Je l'ai sorti de l'hôpital le 9 mars. Je suis allée le voir le lendemain. Et le 11 mars, qui était un lundi, je suis arrivée, il avait le cuir chevelu entièrement arraché. Je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, j'ai voulu me couper les cheveux, j'avais la flemme d'aller chez le coiffeur. Bon, qu'est-ce que j'ai... Le cuir chevelu arraché, oui. Il s'était coupé les cheveux et il était tout en sang, là, tout le dessus de la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé l'hôpital. Et là, on m'a répondu, ah, mais il va pas bien. J'ai dit, merci beaucoup. Je dis, j'ai pas besoin de vous pour savoir, ça fait 17 ans que vous le soignez, j'ai pas besoin de vous pour savoir qu'il va pas bien, mais qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, ah mais madame, il ne dépend plus de notre secteur, il est au Bourget. Donc nous avons téléphoné au secteur du Bourget et en regardant dans les papiers, nous étions donc le 11 mars, j'ai obtenu un rendez-vous pour le 21 mars. 10 jours plus tard. 10 jours plus tard. Donc, je suis allée voir Xavier tous les jours. Et le 16 mars, l'hôtelier nous a appelés et m'a dit, madame, il faut que vous veniez tout de suite, mais vous venez avec un homme. Et là, j'ai compris. J'ai compris que c'était fini, quoi. Voilà. Voilà un gamin qu'on a soigné pendant 17 ans et qui est mort tout seul à l'hôtel, qui a été abandonné par l'institution. Voilà. Xavier est donc retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel. Il a 33 ans. Il a ingurgité son traitement d'une semaine en une seule fois. On ne saura jamais vraiment s'il s'agit d'un acte volontaire ou d'une erreur. J'ai bien conscience que les médecins et les infirmiers sont tributaires d'un système qui a ses propres lacunes et qui ne peuvent pas faire vraiment autrement et qui font avec ce qu'ils ont. Néanmoins, signer un papier et dire ok, puis il est plus sectorisé, donc c'est le Bourget qui s'en occupe en sachant très bien qu'il ira pas faire les démarches, que ça va prendre du temps et qu'il a pas ce temps-là. Moi, je persiste à dire que c'est de la non-assistance à personne en danger, et pour lui, et pour les autres personnes qui auraient pu être sur son chemin et à qui il aurait pu faire du mal, vraiment. Je considère que c'est une espèce d'acte criminel passif ou d'homicide involontaire, quoi. Des mots forts qui traduisent les problèmes de communication entre les familles et le service public hospitalier. Aujourd'hui, Dominique et les siens entretiennent le souvenir de Xavier. Avec Roger, le grand-père, ils évoquent souvent le garçon intelligent et sensible qu'il était, au-delà même du malheur de la schizophrénie. Ouais,
Moi, maintenant, je suis en deuil de mon fils. Alors qu'il y a 7 ans, quand il est mort, j'étais en deuil d'un enfant malade. Il est redevenu Xavier. Il n'est plus l'enfant schizophrène, quoi. Ça a dépassé ça. Les qualités qu'il avait, l'intelligence qu'il avait nous semblait anormale. Ça paraissait trop beau. Malgré tout, on en était fiers. Il y avait une lettre qui nous envoyait la Cousse. Nous étions en Normandie. Alors il nous demandait de venir. Et il était à la montagne, à la campagne, à la mer. Je traverserai des montagnes pour aller chercher papy et mamie. Là, en campagne, c'est un cheval. Je le vois bien. Rien qu'à l'idée que papy et mamie pourraient venir à Cousse, cela en mangeant la journée. Et alors, en mer, si papy était là, je pourrais me sauver. Mince alors. C'est pas le genre de dessin que fait un garçon de 10 ans. Non, il n'a pas 10 ans non plus, là. Ça, il fait mon portrait en 5 minutes. En 5 minutes. Je comprends pourquoi Roger se posait des questions, quoi, en disant... Ça paraissait pas normal. Non, mais on sait toujours... Moi, je me souviens d'un repas chez des amis où j'ai dit, de toute façon, mon fils sera un génie ou sera fou. Sous forme de boutade. Ouais, de je boutade, l'ai dit quand même. Ouais. On peut dire que maintenant, il est comme les autres. Il a trouvé la paix. Dominique a voulu aller jusqu'au bout de cette plongée dans leur passé et m'emmène devant l'hôtel où Xavier a fini sa vie. Symbole de l'issue tragique mais salvatrice de 17 années de schizophrénie. Elle et Bérangère n'y étaient jamais revenues. En fait, là, on est au bout du chemin. Hein, Du chemin, oui. on est au bout de l'histoire. En fin de compte, ce qui reste de tout, c'est la colère. Je suis très en colère, je mourrai avec ma colère. Parce que j'estime que mon fils est mort dans des conditions dans lesquelles il n'aurait pas dû mourir. Et je n'ai eu aucune lettre d'excuse de personne, hein, je vous le dis. Personne ne m'a fait un petit mot, ne m'a téléphoné, rien. Voilà, mon fils est mort. Il est mort, ben voilà, c'est tout. Une colère dirigée contre l'hôpital qui manque cruellement de moyens et surtout de lits. En 10 ans, le budget du secteur psychiatrique n'a cessé de baisser. Les hospitalisations sont sectorisées et souvent trop courtes. Un parcours d'obstacles pour les familles. Les patients ont la liberté de venir en hôpital de jour, mais aucun suivi n'est réellement effectué, voire imposé, à ceux pour qui ce serait absolument nécessaire. Conséquence, ce sont les familles qui prennent le relais et qui sont livrées à elles-mêmes. Direction l'hôpital Sainte-Anne, à Paris, car j'ai besoin de comprendre la maladie. Les hommes et les femmes schizophrènes sont souvent hospitalisés, soit sur demande d'un tiers, on dit alors HDT. Un proche du malade l'y emmène et signe une décharge. Ou ils sont hospitalisés d'office, c'est-à-dire que les forces de l'ordre interviennent dans une situation de dangerosité avérée. À Sainte-Anne, c'est le docteur Macheveau qui m'accueille dans l'unité où les malades sont hospitalisés d'office, c'est-à-dire qu'ils ne pourront en sortir que sur décision administrative. Docteur, est-ce qu'on peut parler d'une schizophrénie ou est-ce qu'il y a différents types de schizophrénie? Différents types de schizophrénie. Il y a des dimensions, une dimension très délirante, soit des idées délirantes, soit des phénomènes hallucinatoires. Il y a une autre dimension qui est une dimension de désorganisation, du trouble du cours de la pensée, du trouble des comportements, et une autre dimension encore où le patient manque d'initiative, peut rester chez lui, attendre que le temps passe, sans qu'il ne soit du tout dérangé par cette inactivité. Concernant les adolescents, est-ce que la prise de cannabis, par exemple, est un élément déclenchant ou un élément influent? Oui. Ce qu'on sait du cannabis, en plus des autres toxiques, c'est que notamment s'ils sont consommés jeunes à l'adolescence, ça va avoir un vrai impact, c'est un vrai facteur de risque pour la schizophrénie sur un terrain vulnérable. Les autres toxiques, eux, vont précipiter. Par exemple, la cocaïne, c'est très hallucinogène, ça peut être hallucinogène, le LSD, c'est très hallucinogène, ça peut précipiter le trouble, le cannabis aussi. En plus, ça peut être un facteur de risque. Est-ce que on peut guérir de la schizophrénie ou est-ce qu'on reste à vie malade ou vulnérable?